trouver tes partenaires amoureux dans ton thème astral, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Bienvenue les gars, ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois. Je sais, j'ai eu besoin d'un break et en fait j'ai eu pas mal de réalisations, de déclics. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce break. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, j'ai eu un accident. Enfin, voilà, j'ai eu un accident, mais je raconte tout ça dans mon dernier vlog sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder parce que voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit là-bas. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de ce que je viens de dire, de comment trouver ses partenaires amoureux dans son thème astral. À l'occasion de la sortie du workshop Astro Love, donc un workshop / en réalité c'est un atelier. Workshop ça veut dire atelier si jamais tu savais pas, mais je trouve que ça sonne toujours mieux en anglais, évidemment comme toujours, hein, vous me connaissez, ça sonne toujours mieux en anglais avec moi. Tout le monde est en train de me dire, mais Amina pourquoi tu fais pas une chaîne en anglais? J'ai pas envie. Donc je vais continuer à parler anglais sur celle-ci. Non, je rigole. Donc c'est un workshop en fait qui est vraiment basé sur de la pratique et c'est un workshop que j'ai créé pour t'aider à vivre une vie sentimentale beaucoup plus alignée avec toi. Grâce à l'astrologie, en étudiant ton thème astral tout simplement, tu vas pouvoir comprendre tellement de choses. Tu vas pouvoir comprendre ta façon de séduire, tu vas pouvoir comprendre tes besoins amoureux, tu vas pouvoir comprendre ta manière de donner de l'amour, tu vas pouvoir comprendre les leçons qui te font travailler en relation et tes partenaires amoureux idéaux. Et c'est le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Je voulais vous donner un petit sneak peek un petit peu de ce que je vous ai donné dans ce workshop. Alors, c'est vraiment un workshop qui est basé sur de la pratique, à savoir que il y a très peu de théorie, donc c'est pas un workshop avec des heures de vidéos à regarder, mais c'est vraiment des vidéos très courtes avec des workbooks, avec plusieurs. Je crois qu'il y a 4 workbooks en tout, je crois pas. Il y a 4 workbooks en tout, et il me semble qu'ils font à peu près 30 pages chacun. Voilà, donc c'est vraiment très détaillé et tu vas vraiment pouvoir aller analyser les placements de ton thème astral, donc les placements qu'on va étudier dans ce workshop pour t'aider à justement transformer ta vie sentimentale. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir analyser, donc j'en parle dans le workshop, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la maison 7 et l'analyse du descendant, donc le descendant, c'est la maison 7. Alors la toute première chose que tu vas pouvoir faire pour déterminer tes partenaires amoureux, donc prends ton thème astral, bien évidemment. Je pense que tu connais déjà ton signe ascendant. Si tu connais ton signe ascendant, tu connais ton signe descendant. C'est tout simplement le signe qui est à l'opposé de ton ascendant. Si tu es ascendant Sagittaire, ton descendant est forcément en Gémeaux. Il n'y a pas de question en fait à poser. Je te le dis, si t'es ascendant Sagittaire, ton descendant est en Gémeaux. Voilà, c'est tout. Si t'es ascendant Taureau, ton descendant est en Scorpion. Si t'es ascendant Cancer, ton descendant est en Capricorne. Donc c'est toujours le signe qui est opposé à ton ascendant. Donc tu peux aller checker dans ton thème astral ou tout simplement si tu sais que t'es ascendant Bélier, bah tu sais que t'as le descendant en Balance comme moi. Alors, analyser le descendant en signe. Donc le descendant représente beaucoup de choses, mais quand on veut trouver son partenaire amoureux idéal, les caractéristiques du signe descendant peuvent te donner de bonnes indications sur le type de partenaire, le type de personne au sens large par rapport à la maison 7, mais vu qu'on fait un focus love dans cet épisode de podcast, on va parler de partenaires amoureux, n'est-ce pas? Mais sache que c'est les personnes en général, hein, mais je vais vraiment faire un focus love, les types de partenaires amoureux que tu vas avoir tendance à attirer dans ta vie. Faut vraiment que tu penses à cette étape comme l'étape de base. C'est vraiment la couche supérieure de l'épiderme, par exemple. Imagine, je fais une analogie. C'est la couche supérieure de l'épiderme. Voilà, c'est vraiment très surface, mais ça te donne quand même une idée. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu prennes ton signe descendant et que tu réfléchisses à qu'est-ce que représente ce signe. Si je prends un descendant en Cancer, par exemple, tu prends l'archétype du Cancer. Qu'est-ce que représente le Cancer? Alors c'est un signe qui est doux, c'est un signe qui est très sentimental, c'est un signe qui peut être un peu nostalgique, c'est un signe qui est très connecté à ses émotions, qui a tendance à materner et à protéger. Et ensuite tu prends ces caractéristiques-là, donc en fait c'est pas une analyse que tu vas faire vraiment premier degré, à savoir parce que j'ai le descendant en Cancer, je vais attirer des partenaires qui ont des placements en Cancer. Ça peut être le cas. Ça peut être absolument le cas. Alors des partenaires qui ont des placements en Cancer ou des partenaires qui ont une lune assez forte dans leur thème astral, n'est-ce pas, puisque le Cancer est gouverné par la lune. Mais en fait, c'est surtout à un deuxième degré, donc au niveau de tout ce que représente le Cancer en tant qu'archétype, ces caractéristiques-là que tu vas tendance à avoir attirées chez tes partenaires amoureux, que tu vas avoir tendance aussi potentiellement à trouver attirant. Après ça, encore une fois, ça dépend de ton thème astral. Mais en tout cas, les choses que tu as tendance à attirer. Ok, t'es ascendant Capricorne, t'as ton descendant en Cancer, t'as tendance à attirer des personnes. Et c'est en fait, souvent en fait, ce que tu vas pouvoir voir si t'as pas fait de travail sur toi. J'ai l'impression que la majorité des personnes qui me regardent ou qui m'écoutent ont quand même déjà entamé un sacré travail sur elles, n'est-ce pas? Parce que je parle avec vous et que je commence à vous connaître un petit peu, les gars. Mais généralement, c'est les côtés sombres qui vont ressortir, à savoir que tu vas avoir le sentiment, comme si t'es ascendant Capricorne, que ce sont des personnes qui sont un petit peu collantes, qu'elles sont un petit peu trop dans leurs émotions, qu'elles se positionnent un peu en tant que victimes. Ça, c'est les côtés sombres, d'accord? Il y a toujours côté sombre, côté lumineux. Donc en fait, t'as juste à analyser ça. Donc, je sais pas, prends des notes si t'as envie en écoutant ce podcast.
réfléchis à ton signe descendant, mets pause et dis-toi, ok, quelles sont les caractéristiques que j'ai tendance à attirer? Moi, je sais que j'ai le descendant en balance, je sais que j'adore avoir des partenaires amoureux, donc j'ai tendance à attirer des personnes qui prennent soin d'elles, qui ont des placements en balance, pas nécessairement, mais par contre, j'ai remarqué que j'attirais pas mal de personnes qui avaient une Vénus assez forte dans leur thème. Donc soit une Vénus à l'ascendant, une Vénus en maison 1 ou une Vénus au descendant aussi. Mon ex avait Vénus au descendant, donc voilà, ceci explique cela. Mais voilà, des personnes qui aiment bien prendre soin d'elles, qui font attention à comment elles s'habillent, des personnes qui sont aussi très soucieuses de l'équilibre, de l'harmonie, des personnes qui aiment l'art, qui ont un côté un peu artistique aussi, qui sont belles physiquement, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est les côtés les plus lumineux. Après, il y a les côtés plus sombres de, voilà... Bref, les personnes qui peuvent avoir tendance aussi à faire trop de concessions, à être un peu en mode people pleasing. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai chez moi aussi, d'accord? Donc voilà, ça c'est l'autre partie de l'analyse du descendant qui est l'autre partie de soi. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Le Descendant il y a quelques années, je crois. C'était même pas l'année passée, c'était peut-être en 2022 ou en 2021. Mais il est toujours valable d'ailleurs, donc si tu veux aller l'écouter, n'hésite pas. Il est disponible sur les podcasts. Il n'est pas sur YouTube, mais il est sur les podcasts, où je parle plus en profondeur de ça. Mais là, vraiment, si on réfléchit à la maison 7 sous l'angle de l'amour, réfléchis aux caractéristiques de ton descendant et réfléchis au type de personne que tu as tendance à attirer en matière de romance. Donc ça, c'est la toute première étape. Ensuite, la deuxième étape pour analyser le descendant, la maison 7 en profondeur, c'est d'analyser la position du maître de ton descendant. Le maître de ton descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui gouverne le signe de ton descendant. Donc tu sais que les signes sont gouvernés par des planètes. Donc le bélier est gouverné par Mars, le taureau est gouverné par Vénus, le gémeaux est gouverné par Mercure, le cancer est gouverné par la lune, le lion est gouverné par le soleil, la Vierge est gouvernée par Mercure, la Balance est gouvernée par Vénus, le Scorpion est gouverné par Pluton et par Mars. Parce que je prends les deux maîtres, hein. Mars est le maître traditionnel du Scorpion et Pluton est le maître moderne du Scorpion. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, le Capricorne est gouverné par Saturne, le Verseau est gouverné par Saturne et Uranus, Saturne étant le maître traditionnel du Verseau. Et enfin, le Poisson est gouverné par Jupiter et Neptune, Jupiter étant le maître traditionnel du Poisson. Donc tu prends la planète qui gouverne ton signe descendant et tu vas aller regarder dans ton thème astral où est-ce que cette planète se situe. Ça, les gars, c'est la méthode d'analyse que j'enseigne dans le mentoring astro-intensif. Quand on veut analyser une maison en profondeur, on analyse la maison en signe. D'accord? Ça, c'est la toute première étape. C'est une étape en général assez en surface. Et quand on veut aller en profondeur dans l'interprétation et qu'on veut vraiment avoir des informations beaucoup plus précises, on va analyser la position du maître en signe en maison et plus tard, quand on sait le faire, en aspect. D'accord? Donc là, tu vas regarder la planète qui gouverne ton signe descendant. Donc, je reprends l'exemple. T'es ascendant Capricorne, tu as ton descendant en Cancer. La planète qui gouverne ton signe descendant, c'est la Lune. Donc, tu vas aller regarder où se trouve la Lune dans ton thème astral, en signe et en maison. Évidemment, si tu sais le faire en aspect, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une étape d'après. Mais déjà, en signe et en maison, ça te donne de bonnes indications. Le truc, en fait, que je dis aux étudiants du mentoring astro-intensif, parce qu'on était en train de voir le module sur les maisons en ce moment, je suis pas en train de promouvoir le mentoring, mais voilà, j'en parle parce que ça fait partie de mon quotidien, vu que je suis tout le temps en train de corriger leurs analyses. Je suis ici pour promouvoir le workshop Astrolove, je me rappelle de ça, note mentale. Mais c'est qu'en fait, quand tu analyses, et ça je le redis dans le workshop d'ailleurs, parce que c'est un point très important, c'est que quand tu vas analyser le maître du descendant, tu vas pas analyser la lune en signe et en maison. Tu vas analyser la lune en tant que maître du descendant. Donc imagine-toi, j'aime bien faire cette petite métaphore à mes étudiants aussi, aux étudiants du mentoring astro-intensif, c'est qu'en fait, tu imagines en fait que la lune, c'est un messager qui va te donner des informations supplémentaires sur ta maison 7. Mais t'oublies en fait pour un moment que c'est la lune. Parce que l'analyse de la lune en signe et en maison, c'est une analyse différente de analyser la lune en tant que maître de ton descendant. Voilà, j'espère que c'est clair, je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est un concept fondamental, mais voilà, on va quand même passer à la suite. Donc tu analyses la position du maître de ta maison 7 en signe tout d'abord. Donc imaginons cette personne, donc elle est ascendant Capricorne, elle a son descendant en Cancer et elle a la lune en Sagittaire. Attends, vu qu'elle est ascendant Capricorne, descendant en Cancer... attends... Imaginons qu'elle a la lune en Sagittaire en maison 12. Voilà, ça marche? Oui, ça marche. Elle a la lune en Sagittaire en maison 12. Et donc, tu vas d'abord analyser donc maître du descendant en Sagittaire. Et là, en fait, tu réfléchis à qu'est-ce que le Sagittaire peut venir ajouter comme interprétation à tout ce que je viens d'analyser par rapport au descendant en Cancer. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Et l'étape d'après, c'est d'analyser le maître du descendant en maison 12. Et là, en fait, par rapport au contexte, tu vas avoir encore des informations supplémentaires sur l'analyse de ton descendant.
J'ai décidé en fait, parce que je vous avais demandé sur Instagram, qu'est-ce que vous préfériez? Est-ce que vous préférez que je vous donne la méthode d'analyse, comment trouver ton partenaire idéal grâce à ton thème astral, voilà, comme épisode de podcast, ou alors est-ce que tu préfères que j'analyse le thème astral de mon crush? Et vous avez été trop nombreux à me dire que vous vouliez les deux. Donc j'ai décidé de faire les deux dans cet épisode-là. Donc pour illustrer tous mes propos, je vais analyser le thème astral de mon crush. Donc je vais tout simplement prendre son thème astral et je vais venir analyser sa maison 7 et son descendant. Et on va voir si ça correspond à moi. Je l'ai pas fait les gars, genre je vais vraiment le faire, genre j'ai pas préparé. J'ai pas préparé parce que j'ai décidé ça genre à l'arrache comme d'habitude, hein, ascendant bélier, ma manière d'entrer en contact avec le monde c'est à l'arrache. Bref, y a d'autres choses dans mon thème astral qui expliquent ça, hein. C'est pas seulement l'ascendant bélier, enfin j'ai lune carré Mars aussi, bref, voilà, anyway. Donc on va le faire ensemble et on va découvrir ensemble, reste bien connecté parce que je pense que ça va être drôle, si je corresponds au portrait du partenaire idéal de mon crush, et si c'est pas le cas, je vais terminer cet épisode et je vais aller pleurer dans mon lit, non je rigole. Après, c'est vrai que c'était mon crush il y a quelques semaines, là je commence à ouvrir les yeux un petit peu sur la situation, tu vois. Vénus en poisson, elle arrivait, elle était dans son petit monde, elle était oui, il est idéal, machin, je l'ai bien idéalisé et tout ça. Et là, je commence à voir que, bon, je pense que ça potentiellement pourrait pas le faire. Mais on va voir ça ensemble. Alors, j'ai son thème astral juste ici. Je vais faire une analyse assez synthétisée parce qu'on va le faire vraiment en mode assez rapidos comme ça pour vous montrer un petit peu, pour vous parler un petit peu de tout ça. Si t'as suivi sur Instagram, j'avais fait plein de stories où je parlais de son thème astral, je parlais aussi du fait que notre synastrie était parfaite, enfin c'est la meilleure synastrie que j'ai jamais eue dans ma vie. Mais j'expliquais aussi le fait que cette personne n'était pas disponible en ce moment parce qu'elle traverse des choses un peu compliquées, timing, etc. Et ce que je disais dans ma story, c'est que vous avez beau avoir une synastrie parfaite, si jamais tu sais pas ce que c'est qu'une synastrie, excuse-moi, je vais quand même t'expliquer, c'est tout simplement c'est une des manières dont on peut étudier les compatibilités amoureuses en astrologie. Donc c'est tout simplement la superposition du thème astral d'une personne avec la superposition du thème astral d'une autre personne. On les met l'un sur l'autre et on vient analyser les connexions interplanétaires. On vient aussi analyser dans quelle planète les maisons de lune tombent dans le thème astral de l'autre, dans quelle maison, dans quelle maison les planètes de lune tombent dans les maisons de l'autre, etc. Et on peut le faire pas seulement de façon romantique, hein, on peut le faire avec la famille, avec les amis, les collègues, etc. Donc c'est toujours très intéressant, c'est hyper pertinent d'ailleurs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de vous pencher un petit peu là-dessus. C'est assez complexe, faut quand même déjà savoir lire un thème astral pour pouvoir apprendre à lire une synastrie, juste pour dire, quand même, parce que c'est pas accessible à tout le monde, je dirais. Mais si tu as des notions d'astrologie, tu peux te procurer un bouquin et tu peux aller plonger un petit peu là-dedans, c'est très très fun. Voilà, on en parlera peut-être à l'avenir sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop abordé le sujet de la synastrie ici, que ce soit un podcast sur YouTube ni nulle part d'ailleurs. Donc tu me diras ça dans les commentaires sur YouTube si tu me regardes sur YouTube. Anyway, alors monsieur est vierge, j'avais pas partagé son thème astral du tout, donc je vous fais la révélation. Donc monsieur est vierge, donc il a son soleil en vierge. Et ce qui est incroyable, il est vierge, ascendant vierge, et il a son soleil à l'ascendant. Ça me fait sourire, mais pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'on a eu des conversations très intéressantes autour de ça, notamment le fait qu'il était le portrait craché de son père. J'ai souri jusqu'aux oreilles quand il m'a dit ça, parce que j'ai fait évidemment que t'es le portrait craché de ton père, t'as le soleil à l'ascendant. Si tu comprends pas pourquoi je dis ça, dis-le-moi dans les commentaires sur YouTube ou écris-moi un message sur Instagram. Parce que je vais pas entrer là-dedans, le but c'est d'analyser sa maison 7, n'est-ce pas? Donc monsieur a le soleil à l'ascendant, donc il est vierge, ascendant vierge, il a Vénus en vierge aussi, donc il a le soleil conjoint... Attends, je souris quand je dis ça les gars, faut que je me calme. Je vais rougir. Non mais parce que... il est très très beau, hein. Il est très très beau, il est incroyablement beau, il est très 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 beau. Conjonction soleil-Vénus à l'ascendant, il est très très beau, il est très 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 beau. Voilà, je vais me calmer. Oh là là, j'espère que ça vous fait rire. Je rougis, c'est pas possible. Il faudrait juste qu'on lui dise, hein. Faut qu'on lui dise qu'on est fait l'un pour l'autre. Et non, mais il vit des choses difficiles en ce moment. J'ai découvert récemment, est-ce que je vous dis ou pas? En fait, on se fréquente depuis 1 mois et demi, mais ça, c'est rien de sérieux et je pense que ça deviendra pas sérieux parce qu'en fait, il m'a dit récemment que une des raisons... Attendez, je suis en train de me confier à vous de ouf là. Ah, je peux pas vous laisser comme ça. Bon, il m'a dit récemment qu'il avait un enfant. Et moi, j'ai fait... Ceci explique beaucoup de choses. Un enfant très jeune, hein, un enfant en bas âge, donc voilà.
Voilà. Donc, je pense que c'est compliqué. Et je pense que je vais pas me lancer dans quelque chose comme ça. J'ai vraiment rien contre, hein. Vraiment, si la situation est réglée et qu'il n'y a pas de... Putain, mais pourquoi je suis pas censée vous parler de ça, les gars? Cet épisode de podcast, c'est n'importe quoi, en fait. Ça part en confession intime. Non, tout ça pour dire que je suis ok avec le fait d'avoir un partenaire amoureux. Enfin, je pense que je suis ok avec le fait d'être en couple avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Si la situation est clean, que c'est réglé, que c'est... Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Donc, bon, écoutez. Alors, mon crush. Donc, Soleil en Vierge, ascendant Vierge, Vénus en Vierge. Donc, on a nos Vénus en opposition directe. Magnifique. Conjonction Soleil, Vénus en Vierge à l'ascendant. Et donc, si on regarde de l'autre côté ce qui se passe dans la maison 7, donc monsieur a la lune en poisson, et donc monsieur a la lune conjointe au descendant, donc il a son descendant en poisson, je parle dans tous les sens. Je me suis émoustillée toute seule avec cette histoire. Oh my god, ça va bien se passer. Alors, monsieur a son descendant en poisson, on va commencer par là, et après on va analyser les planètes, et après on va analyser les maîtres. Donc descendant en poisson, quel est le type de personne qui va avoir tendance à analyser? Je tiens juste à dire quand même que j'ai ma Vénus sur son descendant, hein. Quand je vous dis qu'on a une synastrie parfaite, c'est pas une blague en fait, genre vraiment, il a une conjonction, attendez, je vous dis juste ça et après j'analyse. Il a une conjonction lune-Saturne au descendant en poisson, et ma Vénus, donc Vénus qui est maître de mon descendant les gars, qui est sur son descendant et sa conjonction lune-Saturne. Il y a d'autres choses encore dans notre thème qui sont genre, mais c'est trop aligné quoi. Je sais pas, on a nos soleils en trigone, j'ai mon nœud nord dans sa maison 5, il a son nœud nord dans ma maison 7, enfin... Attends, c'est ça? Non. Ah, je sais plus. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, excusez-moi. Je reprends mes esprits. Descendant en poisson, donc quel est le type de partenaire qu'il pourrait envisager d'avoir? Donc des personnes qui sont assez spirituelles, qui sont très empathiques, très compassionnelles, qui sont beaucoup orientées, donc pas nécessairement le service au niveau je vais te rendre service, donc lui il est très vierge, hein, les gars, il est vraiment, mais c'est un vierge, c'est la personne la plus vierge que j'ai jamais rencontrée, mais en même temps, soleil à l'ascendant en vierge. Voilà, tu m'étonnes, mais il est vraiment genre extrêmement vierge. Hein. C'est flippant des fois, genre à chaque fois je me marre. Et bon, il est un peu branché astro d'ailleurs, mais je vous ai dit, il est parfait. Hein. Il est parfait. Il est vraiment. Et du coup, à chaque fois, je lui fais des petites remarques en mode, toi, t'es vraiment trop vierge, quoi. T'es vraiment trop vierge. Bref, you're such a Virgo, parce qu'on parle pas français, il parle pas français. You're such a Virgo. Anyway. Donc attirer des personnes qui sont orientées service, mais orientées service plus dans l'énergétique, dans la présence en fait. Donc en fait d'apprécier ce côté très je suis ouvert, j'ai une ouverture de cœur. Donc voilà, personnes spirituelles, beaucoup dans la compassion, qui ont un côté artistique aussi et qui ont une présence énergétique qui est apaisante. Je dirais, tu vois, c'est un petit peu ce qu'on dit avec l'archétype du poisson, c'est que dans son énergie, je me suis trop confiée à vous, je suis en train d'avoir une comment on dit, une vulnerability hangover, comme dirait Brené Brown. Oh, je suis en train de me dire, je vais éditer ce podcast, je vais pas mettre ça. Non, je vais le mettre. Hein. Désolée, mais là, en fait, j'ai commencé à flipper, j'ai commencé à me dire, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de révéler sur moi. Bref, ça va bien se passer, Amina. S'il vous plaît, venez m'écrire si vous écoutez cet épisode et que ça vous fait sourire, que ça vous parle et que vous kiffez, genre, juste, venez me le dire sur Instagram pour m'encourager. Parce que j'ai pas l'habitude de me livrer comme ça. Enfin, j'ai pas l'impression que j'ai l'habitude de me livrer comme ça. Enfin, d'habitude, je suis quand même plus en mode, tu vois, genre, je suis un peu plus dans le contrôle de ce que je dis. Là, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir mon cœur. Dites-moi, venez me soutenir, s'il vous plaît. Venez, envoyez-moi un DM et genre, soutenez-moi, envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas le temps de m'écrire un message, envoyez-moi juste un cœur. Oh, on va faire un code. On va faire un code entre vous. Si jamais vous avez kiffé cet épisode, vous n'avez pas besoin de m'écrire un long message, parce que des fois, je sais qu'on n'a pas le temps, etc. Il se passe beaucoup de choses. Envoyez-moi un cœur bleu. Parce que c'est poisson. Envoyez-moi un cœur bleu sur Instagram et je comprendrai. Voilà, et je vous renverrai un cœur bleu et on se comprendra. Bref. Alors, donc descendant en poisson, compassion, côté artistique, donc des personnes très ouvertes énergétiquement, ouvertes à l'énergétique, ouvertes à la spiritualité, beaucoup dans la compassion, beaucoup dans la contemplation aussi, peut-être des personnes un petit peu tête en l'air aussi, un petit peu maladroites, des personnes qui sont peut-être un petit peu trop gentilles d'ailleurs, qui peuvent avoir tendance à être un petit peu trop gentilles, c'est quelque chose qu'on peut observer aussi. Je vais pas nécessairement parler des planètes parce que sinon on en aura pour des heures, hein. Enfin, quoique, je pense que c'est quand même important, mais donc lune au descendant aussi, donc être attiré par des personnes qui sont très gentilles, qui ont un côté très maternel, très protecteur,
Voilà, donc par rapport à ça, assez rapidement, ensuite Saturne au descendant, donc Saturne en maison 7, attiré aussi par des personnes qui sont très matures. Donc il y a, en fait c'est l'archétype de la grand-mère. Voilà, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs c'est très intéressant, je vous fais une petite anecdote parce que ce serait pas moi et ce serait pas Lune en Gémeaux, et d'ailleurs on est en plein dans la saison du Gémeaux, donc vous m'étonnez que je suis en mode Gemini on steroids, n'est-ce pas, Gémeaux sur stéroïdes. C'est que j'ai remarqué à plusieurs reprises que les personnes qui dans leur thème natal avaient une conjonction Lune-Saturne en Poisson, spécifiquement en Poisson, j'ai pas remarqué ça chez les autres signes, mais les personnes qui dans leur thème ont une conjonction Lune-Saturne en Poisson avaient très souvent été éduquées par leur grand-mère. Voilà, je vais pas expliquer pourquoi, je vous laisse chercher, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, et si ça vous trigger vraiment, enfin si ça vous triture vraiment l'esprit, on en parlera sur Instagram. Donc... Saturne, Lune, donc vraiment l'archétype d'un peu cette mère, de cette grand-mère, donc une personne qui est à la fois très maternante, mais très responsable. C'est un peu cette énergie de mère célibataire, tu vois, c'est... Oh. Ah, je viens de me cramer, je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Cette énergie de mère célibataire. Anyway. Cette énergie de mère en fait qui je protège et je suis responsable. Donc c'est pas le côté enfantin de la lune, c'est pas le côté enfantin du descendant en poisson, mais c'est vraiment le côté sage en fait du descendant en poisson qui va ressortir ici. C'est la sagesse en fait, c'est vraiment le côté mature, le côté j'ai vécu des choses, mais je suis responsable de mes émotions. Donc ça c'est un point très très important que je vais mentionner. Ensuite, pour avancer par rapport à ça, donc attends, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça me correspond? Donc déjà l'énergie du poisson, bah oui, parce que bon, enfin Madame Poisson, Madame Vénus en Poisson, Mars en Poisson, maître d'ascendant en Poisson, je suis quand même très Poisson maison 12, donc je pense que ça me correspond. Artistique, spirituel, compassionné, empathique, ouverture du cœur, oui. Bah, je pense que ça me, dites-le moi, mais j'ai l'impression que là pour l'instant ça marche assez bien. Trop gentil. Alors c'est cette idée d'archétype de par contre, ça, je vais avoir du mal à parler pour moi-même. Est-ce que je suis mature, responsable, même avec ce côté maternel, protecteur? C'est marrant, j'ai l'impression que je me comporte comme ça avec lui, mais... Tu m'étonnes que je me comporte comme ça avec lui. J'ai ma Vénus sur cette conjonction Lune-Saturne. Comment tu veux que je me comporte? C'est normal que je me comporte comme ça avec lui. Donc oui. Mais je pense qu'il me kiffe, les gars. Enfin, bien évidemment qu'il me kiffe, on se fréquente, je veux dire. Et, d'un moment, voilà. Mais juste, la vie est compliquée, quoi. Malheureusement, c'est pas le bon timing. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Je sais pas. Anyway, moving on. Putain, mais j'espère que vous rigolez, hein, parce que moi, je suis en sueur en plus, genre vraiment, genre, si vous me regardez sur YouTube, vous devez éclater de rire. Alors... donc, vu qu'il a son descendant en Poisson, il a donc 2 maîtres à analyser. J'analyse toujours les deux. Vous pouvez analyser seulement le maître moderne ou vous pouvez analyser seulement le maître traditionnel. Moi, j'analyse toujours les deux. Je vais aller rapidement parce que j'ai pas envie que cet épisode de podcast dure 10 000 ans non plus. La première chose, c'est qu'on va analyser donc le premier maître, donc le maître traditionnel, Jupiter. Donc monsieur a Jupiter en Sagittaire en maison 3. Il est très Jupiter en maison 3. C'est vraiment genre, il a une manière de parler, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Maître du descendant en Sagittaire en maison 3, il aime les personnes qui sont ouvertes d'esprit, il aime les personnes qui sont très joyeuses, très optimistes, très expansives, qui parlent avec les mains, avec des gestes comme ça. J'essaie de m'auto-convaincre. Non. Donc il aime les personnes qui sont très expansives, les personnes qui ont un petit côté un peu philosophique avec qui il peut avoir des grandes conversations. Et vu que c'est aussi en maison 3, donc maître du descendant en Sagittaire, en maison 3, des personnes qui vont lui apprendre plein de choses, qui vont le garder un peu sur ses orteils, qui sont très intellectuelles aussi. Donc il est très intelligent, hein, mais ça se voit ailleurs dans son thème astral. Donc il est très très intelligent, très cultivé. Donc il aime pouvoir avoir des conversations et des partages un peu philosophiques sur le sens de la vie, sur ce qui se passe, tu vois. Donc aussi, alors le côté sombre de ça, c'est d'attirer des partenaires qui ont un côté un petit peu drama, tu vois. Donc à la fois, bon, on a Saturne en maison 7, donc ça vient temporiser un petit peu le truc. Si on n'avait pas eu Saturne en maison 7, je pense qu'il y aurait pu avoir le fait d'attirer des partenaires un peu dramatiques, tu vois, un peu drama queen, qui ont tendance à en faire beaucoup. Mais là, il y a quand même Saturne en maison 7, donc ça rajoute ce côté plus mature. Mais par contre, ce que ça fait ressortir quand même, c'est que alors, ce que j'ai pas dit avec Saturne, c'est évidemment que, alors j'ai pas parlé des côtés sombres, hein, parce que je le fais à l'arrache et je suis émoustillée, donc voilà, ça va bien se passer. C'est que
Il y a le côté aussi un petit peu cynique, un petit peu voir le verre à moitié plein, peut-être un petit peu pessimiste, etc. Alors qu'ici avec Jupiter, ça vient équilibrer un petit peu la balance, vu que c'est vu que le maître du descendant est en Sagittaire, pardon. Ça vient équilibrer un peu la balance, donc des personnes qui sont quand même, qui peuvent voir, enfin en fait qui sont réalistes, qui sont ancrées, mais qui peuvent avoir ce côté optimiste. J'aime bien parce que je trouve que ça équilibre en fait le côté lunettes roses, mais en fait je vois quand même les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Est-ce que ça me correspond ou pas? Assez pédagogue, d'ailleurs, maître du... possiblement des personnes qui sont enseignantes. Des personnes qui sont enseignantes. Donc voilà pour l'analyse du premier maître. Donc il a Neptune ensuite, donc je prends l'analyse du maître moderne. J'espère que vous suivez. Hein. Analyse du maître du descendant moderne. Donc Neptune, monsieur a Neptune en Capricorne en maison 5. Donc maître du descendant en Capricorne en maison 5, donc une personne potentiellement qui va être terre à terre, donc tout ce qu'on a vu par rapport à Saturne se revalide par rapport au maître du descendant en Capricorne, donc quelqu'un de... Alors peut-être plus âgé, ah il est plus jeune que moi les gars, ça y est, il est plus jeune que moi, bah il est quand même pas mal plus jeune que moi, attends, oui, on a 5 ans de différence, on a 5 ans de différence, donc il est 5 ans plus jeune que moi. Non mais attendez, je lui corresponds quand même, là vous pouvez pas... Saturne en maison 7, maître du descendant en Capricorne, attiré par les personnes plus matures, plus âgées. D'ailleurs, il m'a dit que il était sorti qu'avec des personnes qui étaient plus âgées. Voilà. Donc attiré par les personnes plus âgées, plus matures, très ancrées, responsables, possiblement qui ont leur shit together, tu vois, des personnes qui sont bien établies dans leur vie, qui savent prendre les devants aussi, possiblement des personnes qui peuvent être orientées carrière, qui peuvent avoir un petit côté un peu sarcastique, enfin tout ce que l'archétype du Capricorne représente, tu vois. Et en maison 5, évidemment, des personnes qui aiment les enfants. Tu le vois ça? Regardez sur YouTube ce que je fais. Personnes qui aiment les enfants. Qui veulent avoir des enfants, mais qui sont aussi très connectés à leur enfant intérieur, qui sont connectés à la joie, qui aiment s'amuser. Maître du descendant en maison 5, on aime partager des activités, partager des loisirs avec ses partenaires amoureux. On aime activement, enfin, en fait, on aime faire des choses ensemble pour renforcer la relation. Bref, je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'interprétation, mais j'ai pas envie, comme je l'ai dit, que ce podcast dure 40 000 heures et je vous ai quand même donné pas mal d'informations. Mais en fait, c'était un petit exemple pour vous expliquer un petit peu la méthodologie et c'est ce que je transmets dans Astrolove, donc le workshop. Alors ça, c'est... donc la maison 7 c'est le chapitre 3, donc le chapitre 1 c'est Vénus, le chapitre 2 c'est la maison 5, le chapitre 3 c'est la maison 7, donc le descendant, et le chapitre 4 c'est Junon, et en fait je t'apprends à analyser tout ça en profondeur sous l'angle amoureux. Et tu verras que c'est juste magique, c'est pépite. Avec la maison 5, on voit le flirt, la romance, la façon de séduire, mais aussi les activités que vous allez aimer partager à deux pour renforcer la relation. Avec la maison 7, on voit aussi, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais les leçons de la relation. Donc, qu'est-ce qui va vous faire travailler ensemble, mais aussi qu'est-ce qui va te faire travailler toi à travers la relation. Donc ça, c'est un point très important. Et avec Junon, on voit aussi un petit peu l'idée de mariage, d'engagement sérieux. Et avec Vénus, la manière d'aimer, la manière de recevoir de l'amour. Et on voit ça en profondeur parce qu'on analyse Vénus en signe, en maison et en aspect, bien évidemment. Donc voilà, Astrolove est disponible exclusivement en promotion de lancement de ce mercredi, donc le jour de la sortie de ce podcast, jusqu'à dimanche en promotion de lancement à seulement 39 € les gars. À seulement 39 €. Donc t'as 4 modules de formation dans ton espace membre avec 4 workbooks pour travailler directement dans ton thème astral, une méthode que tu vas pouvoir appliquer à ton thème astral, que tu vas pouvoir appliquer au thème astral de tes proches, de tes partenaires amoureux évidemment, de tes crushs, de tes futurs crushs et même à de tes clients en fait au final si tu es déjà astrologue. Donc voilà, c'est vraiment pépite. J'ai vraiment voulu faire un tout petit prix parce que je sais qu'en ce moment c'est difficile pour tout le monde. Donc voilà, tu peux bénéficier de cette promo de lancement jusqu'à dimanche seulement. Et si tu m'écoutes après dimanche, le workshop est disponible mais au tarif régulier. Voilà, plus haut tarif de lancement. Et c'est le début d'une grande série de plein de workshops que je vais créer. D'ailleurs, le prochain sera sur la sexualité dans le thème astral, où on va venir étudier la maison 5, la maison 8, Mars et Eros, donc l'astéroïde Eros sous l'angle de la sexualité. Donc on va étudier la maison 5 différemment dans ce workshop-là. Donc ça, c'est le prochain workshop qui va sortir au mois de juillet. Et je sais déjà ce que je vais sortir en septembre. Et voilà, on va continuer comme ça, donc avec la sortie des petits workshops à petit prix pour vous faire kiffer et pour vous faire directement travailler sur votre thème astral.
Si jamais tu as envie de rejoindre Astrolove, eh bien, welcome, bienvenue. C'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Si tu as la moindre question sur le workshop, hésite surtout pas à m'écrire un petit message sur Instagram. Vraiment, je te répondrai avec grand plaisir. Ou un mail si tu préfères. Si jamais t'as pas Instagram et que tu veux m'écrire un mail, tu peux m'écrire un mail. Mon mail est aussi dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il est disponible à tout le monde d'ailleurs. Il est disponible à tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Donc même si tu es débutant en astrologie, tu peux te procurer le workshop parce que je réexplique certaines choses. Je pense que c'est quand même bien si tu as eu quand même une idée de... Si tu sais repérer les maisons dans ton thème astral ou voilà les planètes, c'est quand même déjà bien, mais je t'apprends à repérer, par exemple, les planètes dans ton thème. Tu vois, je t'apprends à repérer Vénus, je t'apprends à repérer Junon, je t'apprends à activer Junon sur astro.com d'ailleurs. Si jamais, donc voilà, c'est ouvert aux débutants, c'est ouvert aux personnes qui sont plus expérimentées. Et puis voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours les gars, c'est vraiment de la bombe atomique ce workshop, je suis vraiment trop contente du travail qu'on a fait, enfin c'est juste trop cool. Et voilà, bref, j'espère aussi que cet épisode vous aura plu. Cet épisode très vulnérable, n'est-ce pas? Et puis, alors vous avez remarqué que j'ai pas repris les segments. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai dû faire une pause avec le podcast, c'est parce que cette idée de segment, je la trouvais géniale et incroyable et j'ai adoré le faire, mais en fait, c'est trop de travail, les gars. J'arrivais pas entre le podcast, YouTube, Instagram, la newsletter, les formations, donner le mentoring astro-intensif et manager les personnes avec qui je travaille, j'arrivais pas. J'arrivais pas et mon petit cœur de podcasteuse s'est brisé un petit peu quand j'ai pris la décision d'arrêter de faire des... Alors je ne vais pas arrêter complètement parce que je sais que vous avez adoré les segments et moi aussi j'ai adoré le faire. Peut-être que je reprendrai cet été, peut-être que je le ferai un petit peu différemment, mais en tout cas je vais pas pouvoir le faire toutes les semaines parce que j'arrive juste pas, il faut juste que je sois honnête avec moi-même et voilà, donc je vais reprendre le podcast, ça y est c'est officiel, mais je l'ai pas annoncé mais je pense que vous avez compris, je reprends le podcast officiellement. Mais sans segment dans un premier temps, et peut-être que je ferai un épisode par mois, ou voilà, restez connectés pour découvrir ce qui va se passer ici, et puis voilà, je vous aime très fort, et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!